Le rêve de quitter la Terre et de voyager dans l'espace a toujours existé. Souvenez-vous du mythe d'Icare, le premier homme à s'élever dans les airs pour s'évader du labyrinthe. Mais son orgueil le fait se rapprocher trop près du soleil. Ses ailes collées à la cire se mettent à fondre et Icare retombe vertigineusement. Profonde et cruelle métaphore de la condition humaine. Dans 2 romans composés au IIe siècle, le grec Lucien de Samosate conte de manière fantaisiste des voyages dans la Lune. Mais à aucun moment les trajets relatés n'ont recours à une technologie vraisemblable. Ce n'est pas encore de la science-fiction, c'est une utopie, exercice philosophique permettant de prendre du recul pour critiquer la société de son époque. Au Moyen-Âge, le voyage céleste devient un exercice mystique. Il s'agit de rejoindre l'Empyrée, la demeure des dieux et des bienheureux. Voilà pourquoi, dans sa Divine Comédie, le poète Dante traverse le ciel sans même le regarder. À la Renaissance, l'attitude de l'homme face au ciel se fait plus hardie. Le philosophe Giordano Bruno exprime pour la première fois l'ivresse du vol, la joie du voyage sans retour. C'est donc vers l'air que je déploie mes ailes confiantes. Ne craignant nul obstacle, je fonds les cieux et m'érige à l'infini. Et tandis que de ce globe, je m'élève vers d'autres globes et pénètre au-delà par le champ éthéré, je laisse derrière moi ce que d'autres voient de loin. C'est ce qu'il écrit avant d'être brûlé vif par l'Inquisition en l'an de grâce 1600. Peu après, Galilée découvre à la lunette astronomique le relief de la Lune, prouvant qu'elle est de même nature que la Terre. Son contemporain, le génial Johann Kepler, s'enthousiasme et entrevoit les voyages interplanétaires. Il lui écrit « Créons des navires et des voiles adaptés à l'éther, et il y aura un grand nombre de gens pour n'avoir pas peur des déserts du vide. » En attendant, nous préparerons pour les hardis navigateurs du ciel des cartes des corps célestes. Je le ferai pour la Lune, et toi, Galilée, pour Jupiter. Oui, mais par quels moyens se rendre sur la Lune ? Alors, suivant le goût de chacun, ce peut être à l'aide d'esprits ou d'anges, d'oiseaux, d'ailes attachées au corps, ou en utilisant une voiture volante. Dans Le Songe, publié en 1634, à titre posthume, Kepler transporte ses voyageurs sur la Lune à la faveur d'une éclipse et à l'aide d'herbes magiques. Derrière l'apparente fantaisie, c'était en réalité la première description d'une expédition astronautique. Les navigateurs de l'espace sont sélectionnés et préparés par des démons, tout comme les cosmonautes du programme Apollo le seront par les dénommés sorciers de la NASA. Après Kepler, le thème du voyage cosmique devient un genre littéraire à part entière. Et il s'enrichit de 1000 parures. Dans L'Homme dans la Lune, de l'évêque anglais Francis Godwin, le héros est emporté par un équipage de grands oiseaux. Et le plus inventif, c'est Cyrano de Bergerac. Dans l'histoire comique des États et empires de la Lune, il décrit 8 techniques pour voler jusqu'à la Lune et 4 pour atteindre le Soleil. L'une utilise des fioles pleines de rosée attachées autour de son corps, car la rosée est naturellement aspirée par le Soleil. Une autre, de la moelle de bœuf, dont on s'enduit le corps, étant entendu que la Lune suce la moelle des animaux. Il propose surtout un système de fusées à poudre dont les mises à feu successives permettent au héros de s'envoler dans les cieux, anticipant ainsi les fusées à étage modernes. Mais nous sommes encore au XVIIe siècle. Le voyage aérien est dans l'heureuse période de ses débuts. Les moyens utilisés pour vaincre la pesanteur et autres résistances physiques ont une fantaisie qui fait leur charme. Ce ne sont encore que des artifices à visée littéraire et philosophique. Le temps du voyage imaginaire à objectif scientifique n'est pas encore venu. Il faudra attendre Jules Verne. Je vous en parlerai demain.